De retour sur le plateau de Ni Haute-Soir, merci de nous rejoindre pour l'inviter. Je reçois aujourd'hui un auteur togolais, Kodjo Pachassou. Il est l'auteur de ce bouquin intitulé Manifeste contre l'humanité, réalité honteuse de la raison, publié aux éditions Spinel. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Dans cet ouvrage, vous évoquez une thématique plus que d'actualité, le racisme contre les Noirs. Comment êtes-vous arrivé à ce projet d'écriture ? Disons madame, quand vous vivez en Afrique et on vous parle du racisme, vous avez l'impression que c'est un fait de moindre importance. Mais 6 dernières années, l'expérience vécue en Occident m'a permis de voir la réalité de ce phénomène en fait. Le traitement qui est réservé à l'homme noir est vraiment des moindres dans presque tous les domaines. Les Noirs sont, comme on le dit, les humains à tout faire pour le blanc, pour ne pas dire les larbins des blancs en fait. En voyant cela, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même que je puisse comprendre la cause réelle de ce phénomène. Donc j'en ai discuté avec mes professeurs qui me disent, écoute, vous êtes dans une très bonne thématique, fouille et creuse. Ce qui m'a permis quand même d'aller déterrer des documents qui ne sont pas permis à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde parce que les langues se délient. Et vous avez effectué votre voyage en Europe dans le cadre académique? Bien sûr, je suis allé aux États-Unis où j'ai fait presque 2 mois. Plutôt, oui. Et en plus, je suis revenu en Europe où je réside. Et j'ai vu les faits, j'ai comparé les faits, j'ai vu les documents qui datent depuis l'Antiquité, de l'époque gréco-romaine, pour voir que ce fait ne date pas de maintenant, mais depuis du lustre, en fait. Et vous en avez déduit que dans vos documents, en tout cas dans les recherches, que le traitement des humains de différentes origines n'est pas équitable. Quelles sont les formes de manifestation de ce racisme et sur quel continent, entre l'Europe et l'Amérique que vous avez, où vous avez vécu, est le plus prégnant? Je dirais, sans vous choquer, les deux. Parce que cela a trait à un système de pensée, à un courant de pensée qui se manifeste sur les 2 continents, bien qu'ils sont séparés en fait. Les Noirs sont ceux qui font ce qu'on appelle de la manutention. Et ceux qui comprennent ce que je vais dire, c'est-à-dire que des travaux vraiment qui sont réservés au bas peuple. Qu'on peut appeler les petits métiers, ici en Afrique? Oui, mais les métiers plutôt de force, des métiers physiques en fait. Physique, okay. Et lorsque vous voyez qu'un homme noir occupe vraiment un poste vraiment important, c'est juste pour faire taire les critiques. Et quelles sont les recherches que vous avez menées pour aboutir à cet ouvrage? Il y a ce que nous appelons la phénoménologie des origines, qui est une analyse qui permet d'aller au fond des choses et chercher à comprendre pourquoi aujourd'hui ce fait réel persiste et reste toujours permanent. Ce qui démontre que déjà même dans la Grèce antique, pour ne pas dire à l'époque romaine aussi, il y avait déjà cette pratique, la haine de l'homme noir. L'homme noir est déjà à cette époque considéré comme les sous-hommes, les hommes de dernier rang dans l'armée romaine et tout. Et il y a des écrits aujourd'hui qui datent de là, qui montrent cette réalité. Il y a même des faits historiques ou des documents historiques de l'archéologie qui datent de cette époque, qui montrent cette réalité en fait. Et il a fallu que j'aille jusqu'aux États-Unis, dans le conservatoire Smithsonian de New York, pour voir qu'il y a effectivement des documents qui montrent cette réalité. La bibliothèque de Paris, la Bibliothèque nationale de Paris, fait ressortir vraiment des documents d'après même l'approche des premiers explorateurs de l'Afrique maghrébienne, si on veut, qui montrent qu'il y avait déjà des stratégies qui datent de cette époque, qui rejettent en fait l'humanité de l'homme noir qu'ils avaient croisé à l'époque.
Et selon vos conclusions, pourquoi la race noire est-elle persécutée partout aujourd'hui dans le monde? Disons que c'est un rejet catégorique, pour ne pas dire absolu, de l'humanité de l'homme noir. C'est un fait qui au premier contact, c'est-à-dire au premier contact de l'homme noir et de son congénère blanc, il y a eu un choc des deux parties où la race, si on veut, le terme là aujourd'hui, ce que nous rejetons, la race blanche n'arrivait pas à accepter son congénère noir. Du coup, ils ont tout fait pour garder, si on le veut, cette barrière qui les sépare. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est un sentiment hérité depuis plusieurs siècles. Oui, ça date depuis même l'époque, le temps de la rencontre de l'homme noir et de l'homme blanc. C'est pas un fait de maintenant, en fait. Ça date. Il suffit seulement de remonter dans l'histoire pour comprendre que réellement, ce qui se passe aujourd'hui date d'une époque où nous ne sommes pas encore venus sur cette terre. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, vous le dites, est une situation très récente. C'est en Tunisie que cela se passe, le racisme exacerbé contre les Africains subsahariens. Comment vivez-vous ces événements? Moi, en personne ou bien personnellement, ça ne me choque pas parce que il faut seulement dire les choses telles qu'elles sont. Et si, sans langue de bois, si on veut parler sans langue de bois, les peuples maghrébiens, il suffit seulement de voir la manière dont ils se comportent, la manière dont ils se présentent. Et ils ne se reconnaissent pas totalement comme africains, mais ils se disent quand même être des Méditerranéens. Un noir, aussi la situation géographique. Exactement. Un noir tunisien d'origine tunisienne. Parce qu'il en existe. Oui, il en existe. Même s'il meurt, on ne l'enterre pas là où on enterre entre griffes les Arabes ou les musulmans tunisiens. Ils ont leur cimetière à part. Déjà, ce fait montre comment cette considération qu'ils donnent en fait à l'homme noir. Moi, ce n'est pas un fait qui me choque en tant que tel. Et que faut-il faire aujourd'hui alors pour promouvoir plus de tolérance entre les humains? Ça dépend de l'éducation que nous donnons en fait à notre communauté, c'est-à-dire au peuple noir. Il faut qu'on soit quand même fier de ce qu'on est. Et qu'on essaie quand même de briser des barrières de ce complexe de supériorité. Donc vous estimez que l'Africain noir a un problème d'identité? Oui, non, pas exactement un problème d'identité. C'est parce qu'on nous a inculqué des choses, le système occidental nous a tellement enlevé ce qu'on avait. Culturellement. Oui, on a perdu nos repères. Ce qui fait que tout ce qu'on nous a inculqué, on a pris ça comme parole d'évangile et on fait avec. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on se donne de la valeur, qu'on retrouve nos repères et qu'on se donne de la valeur. Toujours sur le cas tunisien, le rapatriement des ressortissants subsahariens, vous pensez que c'est une solution à ce problème? D'une part, oui, si ça peut sauver des vies. Mais est-ce que si on rapatrie nos frères subsahariens qui vivent en Tunisie, cela ne va pas créer quand même une tension entre les peuples? C'est-à-dire que ce que j'ai vu tout récemment en Côte d'Ivoire fait que les Ivoiriens demandent aussi aux Tunisiens qui résident de rejoindre... De chez eux, de rejoindre leur pays. Voilà. C'est pas la meilleure solution. Alors qu'on prône aujourd'hui le vivre ensemble partout. Exactement. Pour accepter les différences. C'est une question d'éducation. Question d'éducation pour faire comprendre que l'homme noir est au même titre que l'homme blanc. C'est une question de pigmentation, je l'ai démontré dans le livre. Et s'il s'agissait en fait d'une question de couleur de peau en fait. Oui. Et en réalité, il s'agit de ça. Parce que la toute première approche entre l'homme noir et l'homme blanc, il y a eu un choc. Et l'homme blanc pense... qu'il s'étonne, il ne peut pas imaginer qu'il puisse exister encore un autre humain à la peau foncée ou bien à la pigmentation noire.
Donc il se dit, mais c'est pas possible. Et il a su quand même exploiter, si on veut bien le dire, cette faille pour vraiment se mettre au-dessus de son congénère noir. Alors, nous parlons de racisme contre les Noirs avec vous. Kojo Pachasu, vous êtes auteur de ce bouquin, Manifeste contre l'humanité, réalité honteuse de la raison. Pour vous qui avez vécu entre l'Europe et les Amériques, y a-t-il un événement particulier que vous avez vécu et qui vous a aussi profondément peut-être affecté? Disons que c'est au quotidien. Pour la plupart qui voyagent, dès que vous arrivez en Occident, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe, le premier contact est toujours choquant. C'est au quotidien. La preuve, ce qui s'est passé le 20 mai 2020 aux États-Unis, l'affaire George Floyd, ça a choqué tout le monde entier quand même. Nous sommes devant un fait accompli où, bon, noirs, hommes noirs, afro-descendants, africains, blancs aussi, civilisés si on veut le dire, ou bien illuminés, sont descendus dans la rue quand même pour dénoncer ce fait. C'est ce fait, oui. Et quand il s'agit de nommer les humains, le terme race revient très souvent. La race noire, la race blanche, êtes-vous aussi sensible à ces terminologies que d'aucuns qualifient de racistes? Oui, bien sûr, c'est des termes vraiment très racistes parce que il n'y a qu'une seule race, et c'est la race humaine. Mais la race humaine a une grande diversité composée des peuples, où il y a les peuples noirs, les peuples blancs, ou dans lequel on peut regrouper les Asiatiques, les Européens et les autres, et nous aussi, les Africains. Mais aussi, il y a d'autres peuples même qu'on ne nomme pas, comme les aborigènes en Australie. C'est des peuples même qu'on n'entend pas parler. Ou bien les Draviniens aussi au niveau de l'Asie, qui sont aussi noirs, mais un peu colorés, qu'on n'entend pas parler en fait. Donc ce terme, en désignant la race noire, la race blanche, est très raciste. Un autre moyen par lequel l'Africain noir part souvent aussi en Europe, c'est par l'immigration clandestine. Des fois, quel regard portez-vous sur ce phénomène? N'est-ce pas une humiliation pour l'Africain noir quand on regarde un peu les conditions dans lesquelles il effectue ses voyages? Oui, on peut dire ça, mais moi je me dis que quelque part c'est la faute à nos dirigeants parce que les jeunes qui s'adonnent à cette pratique et les braves valides qui s'évadent du continent trouvent ça comme un échappatoire et ils vont chercher ce qu'ils ont chez eux en fait. C'est pas une humiliation parce que pour eux c'est un échappatoire. S'ils trouvent mieux chez eux, je ne penserais pas qu'ils prendront quand même la route de l'exil ou bien ils prendront plutôt le chemin de l'océan pour pouvoir arriver en Europe. Et pour vous qui avez fait des recherches, comment décourager le racisme anti-noir dans le monde? Ça doit aller par l'éducation républicaine. Il faut que les politiques, si on veut, quand même commencent à voir cette réalité et commencent à dénoncer ça de façon publique, en commençant par eux-mêmes, pour que quand même il y ait quand même un programme bien suivi pour ça. Sinon, les jeunes ou bien la jeunesse ou bien la génération à laquelle moi j'appartiens trouveront toujours cet échappatoire comme un meilleur devenir. Y aurait-il pas aussi des solutions politiques à prôner? Oui, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Il faut quand même décourager. Mais avant de décourager ça, qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? C'est ce qu'on propose à la jeunesse qui vont quand même les dissuader de ne pas prendre ce chemin. Mais aussi, c'est de créer des conditions qui puissent les retenir ici sur le continent. Exactement. Les conditions, moi, je dis, c'est ce qu'on propose à la jeunesse. Ne partez pas parce qu'il y a à faire pour vous. Et l'Afrique aujourd'hui regorge beaucoup de potentialités qui devaient normalement permettre à cette jeunesse de construire, de donner un meilleur développement à l'Afrique. Tant qu'on ne leur propose pas un meilleur, pour un lendemain meilleur, je ne pense pas que ils vont... Et pour cette jeunesse qui reste malgré tout motivée à faire l'expérience européenne ou américaine, en lisant votre ouvrage, quels sont les conseils que vous lui prodiguez? Je dirais, pour eux, il y a quand même aujourd'hui un support sur lequel ils peuvent s'appuyer et d'avance se nourrir des réalités qui les attendent.
Surtout à bon nombre d'étudiants qui sont des futurs candidats de Campus France, pour la plupart qui vont pour les études. Donc, ce que j'en ai déjà croisé à l'université, je leur dirais quand même, il y a ce support, il y a des réalités que je dénonce et qui vous attendent. À vous de savoir qu'en allant pour les études, voilà ce qui vous attend en fait. Alors vous avez évoqué le sentiment d'infériorité chez l'Africain noir, et doivent-ils aujourd'hui opérer une révolution culturelle pour gommer ces complexes d'infériorité? Bien sûr, je dirais même un sincère merci à tous ces aînés déjà sur les réseaux sociaux qui sont dans cette logique des choses. Et il faudra quand même, si on le veut, leur dérouler le tapis rouge si on fait, parce qu'ils sont l'éveil de la conscience aujourd'hui. Ils sont l'éveil de la conscience. Et cette révolution doit être aussi intellectuelle. Pas seulement de façon vulgaire comme ça se passe sur les réseaux sociaux. Ça doit être intellectuel, montrer qu'on est capable de le faire. Et cette capacité, on doit le démontrer par une volonté manifeste. Tant qu'il n'y a pas ça, je me dis qu'on est toujours à l'étape où on est et puis on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on le dit. Alors, dans un contexte de mondialisation aujourd'hui, est-ce que les mutations géopolitiques en cours sont, à votre avis, favorables à la destruction des préjugés sur les Noirs? Oui, nous sommes, comme vous venez de le dire, au carrefour des grandes mutations géopolitiques. Les cartes sont redistribuées par les grands de ce monde, si on veut. Oui. C'est l'occasion pour moi, ou bien pour les dirigeants africains, ou bien pour le peuple noir en général, de se positionner en n'essayant pas de prendre parti, mais plutôt d'être impartial et de voir que là où va le monde aujourd'hui, il y a des partis qui sont en train de se confronter. Quitte à nous de pouvoir sortir de l'eau et montrer que nous sommes aussi là. Parce que si on s'était et faire comme Macron le dit, de prendre parti vraiment au sorti de cette grande mutation, nous serons vraiment très lésés. Dans cet ouvrage, vous avez évoqué le poème de Bernard Dadi, Afrique, mon Afrique. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce poème? C'est le fait que, après la traite négrière, l'esclavage et autres, tout ce que j'appelle les erreurs du passé, il y a encore des séquelles qui traînent jusqu'à aujourd'hui dans nos pays, surtout en Afrique subsaharienne, où il y a les noms Johnson, les Pereira, les noms importés. Et l'auteur de ce poème faisait allusion à cette marque qui traîne toujours dans nos gènes. Voilà, je me suis inspiré de ça pour faire mention que malgré qu'on refuse d'en parler, que le passé c'est le passé, il y a toujours les empreintes qui sont là et qui demeurent aujourd'hui, à laquelle nous sommes confrontés. Dès qu'on se confronte à cette réalité, le souvenir quand même se ressurgit. Le racisme contre les Noirs, c'est le problème auquel vous avez tenté de trouver des solutions. En tout cas, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour faire face à aux préjugés dans le monde. Et quant au rôle des dirigeants, quel rôle doivent jouer les élites politiques face à ce problème, selon vous? Les élites politiques doivent quand même montrer l'exemple. Parce qu'après tout, ils sont les tout premiers citoyens des Africains, si on veut, en ne se laissant pas montrer de façon publique, en affichant ce complexe d'infériorité, en étant toujours aux ordres, si on veut, de l'Élysée, ce que on sait entre griffes que ça se passe. Et si vous n'êtes pas aux affaires, bon, ils feront tout pour vous dégager. On doit être fier de ce qu'on est en fait. Et il doit être fier de représenter toute l'Afrique. S'ils ne le veulent pas, bon, la génération à laquelle moi j'appartiens quand même se désespère aujourd'hui et est prêt à tout faire pour pouvoir prendre leur place et montrer qu'on est capable quand même de diriger les pays. D'autres acteurs qu'il faut aussi citer sur cette thématique dont nous parlons, c'est aussi les activistes panafricains. Oui. Font-ils assez, à votre avis? Oui, bien sûr, ils font assez. C'est le lieu quand même pour moi de dire vraiment un sincère merci à un certain Claude Isia,
à monsieur Alain Foucault pour leur dire que le boulot qu'ils sont en train d'abattre, vraiment, c'est un véritable boulot pour nous autres. Alors, et on va revenir sur ça. En travaillant sur cet ouvrage, à quel type de lecteur avez-vous pensé en particulier? J'ai pensé au peuple noir, à la communauté noire en Occident, mais aussi aux étudiants qui aspirent à venir en Europe pour les études. Ils doivent s'attendre à des réalités. Donc aujourd'hui, je leur demande quand même de chercher à avoir ce bouquin sous main et de s'imprégner des réalités qui sont dedans. Dans la vie de tous les jours, comment les Africains, à votre avis, peuvent aujourd'hui s'imposer et vivre leur vraie identité? On doit être tel qu'on est, sans chercher à plaire à qui que ce soit, ou bien sans chercher à être ce que l'autre voudrait que nous soyons, pour ne pas reprendre les propos de Claudicée en fait. On nous propose des moules dans lesquels nous devons quand même rentrer pour nous faire mouler. C'est à nous de dire non, nous sommes africains ou bien nous sommes hommes noirs et les réalités ne sont pas les mêmes. Nous devons vivre tels que nous sommes. Kodjo Kwachassou, nous étions donc avec vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Manifeste contre l'humanité, réalité honteuse de la raison. Si vous aviez un dernier message à nos téléspectateurs, que diriez-vous? Je dirais quand même que c'est un honneur pour moi d'être reçu ici sur ce plateau. Je ne m'y attendais même pas. Et je dis un coucou à tous mes collègues de Paris. Et où sont procurés votre ouvrage? Je vous laisserai mes contacts parce qu'actuellement c'est encore sur Paris. Ça arrive bientôt sur Lomé. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. La suite de New Haute Soir, c'est tout de suite juste après une pause pour une nouvelle édition du journal.